Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleur d'Avocat. Je suis Lia-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Je ferai court parce que j'enregistre beaucoup trop tardivement parce qu'il est minuit 20, cette introduction pour l'épisode qui paraîtra donc dans 6h40, ce qui est absolument n'importe quoi en termes de gestion du temps. Je sors juste d'atelier, de bien dans ma robe, le deuxième atelier où on parle d'analyser son environnement professionnel et c'est mon atelier préféré de cette formation, donc comme d'habitude j'ai un petit peu débordé, mais je crois que ça a fait mouche parmi mes clientes et apprenantes de cette session, donc je suis quand même toute pleine d'énergie. En tout cas aujourd'hui mon avocate épanouie, mon invitée surtout est maître Marie Fernet. Marie Fernet est avocate au barreau des Hauts-de-Seine. Elle exerce comme collaboratrice chez KPMG et elle intervient principalement, voire exclusivement en droit douanier, ce qui est, je dois le dire, une prouesse, puisque, je sais pas vous, mais moi je connais pas énormément d'avocats en droit douanier. Donc je trouve ça assez fou d'en avoir reçu une sur Fleur d'Avocat. C'est une recommandation par maître Ludovic Leroy, qui est un avocat de Lyon, qui m'a recommandé d'interviewer Marie parce que effectivement elle a un parcours intéressant avec plusieurs collaborations difficiles avant d'avoir trouvé son bonheur, mais aussi une vie de famille avec des jumeaux, donc on a parlé de conciliation vie pro vie perso et je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup et je note, j'ai reçu plusieurs messages d'auditeurs suite à des interviews où on a un petit peu plus creusé ce sujet-là, auditeurs qui m'ont écrit pour me dire que ça les avait particulièrement intéressés et m'encourager à poursuivre dans cette voie. Donc voilà, c'est un sujet que j'ai abordé avec Marie. Et avant de lancer l'épisode, je voudrais remercier les dernières personnes qui ont laissé un avis sur Apple Podcast et notamment donc GP Siscar et aussi MD9275 ainsi que Alan Leroy, je crois. Voilà, encore merci pour votre avis sur le podcast. Merci aussi à ceux qui m'envoient des messages. Si vous n'utilisez pas Apple Podcast, et c'est tout à votre honneur, bien évidemment, il y a d'autres manières de laisser un avis et des étoiles. C'est à défaut de pouvoir le faire sur votre plateforme, vous pouvez aussi en parler autour de vous et partager sur vos réseaux sociaux. C'est d'une grande utilité pour moi. Et dites-vous que vous faites des heureux puisque vous participez à créer de nouveaux auditeurs qui ressortent donc inspirés et optimistes par rapport à l'exercice de cette profession, qu'ils y soient déjà ou qu'ils envisagent de la rejoindre. Je vous souhaite une excellente écoute et vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Marie Fernet. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Merci de m'avoir invitée. Alors Marie, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenue avocat. Alors comment et pourquoi Comment comme tout le monde, le FB, le CAPA, etc. Alors avec la particularité que pour entrer à l'EFB, je n'ai pas passé le rite initiatique du CRFPA, puisque j'ai un doctorat, donc je suis entrée avec la passerelle, enfin en tout cas la dispense d'examen d'entrée, qui ne dispense pas pour autant de subir l'année et demie de scolarité et de passer tous les examens du CAPA, contrairement à d'autres dispenses qui sont beaucoup plus larges. Comme la mienne, par exemple. Moi, j'ai eu une dispense de juste déontologie et... Voilà. Enfin, j'ai juste passé la déontologie et je suis devenue avocat. Mais pour reprendre un peu en amont, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire des études de droit ? Alors, j'ai choisi de faire des études de droit parce que quand j'ai eu mon bac, donc un bac littéraire, je voulais être journaliste. Je voulais être journaliste parce que j'aimais bien écrire, parce que je pense que j'étais assez curieuse, que je m'intéressais à plein de choses et ça me semblait plutôt sympa
Je voulais être journaliste aussi parce que je pense que je n'osais pas vouloir être écrivain, donc journaliste c'était un compromis plutôt sympa. Et puis je me suis dit, pour être journaliste, Sciences Po, école de journalisme. J'avais une place qui m'attendait en Hippocagne, mais j'étais pas super motivée. J'avais fait des inscriptions en fac au début et je m'étais dit, droit, je sais pas trop ce que c'est. C'est nouveau, ça m'évitera d'aller en fac de lettres comme tout le monde s'il faut, et on va voir ce que ça peut donner. Et avant la rentrée, en fait, je me suis dit que j'avais pas du tout envie d'aller en prépa, que j'avais pas envie de rester dans un lycée, et que la fac, c'était une bonne idée, et que droit, du coup, ça pouvait être sympa de voir ce qui se passait, avec l'idée de passer Sciences Po un peu plus tard. Mhm. Et en l'occurrence, j'ai passé une fois Sciences Po, je crois que j'avais passé, ouais. J'étais sur liste d'attente. J'étais venue un peu en touriste, un peu comme souvent, hein, un peu en touriste, en n'ayant pas lu tous les livres, un truc comme ça. Et je me suis dit, liste d'attente sans avoir travaillé, c'est pas si mal, mais je vais rester en droit en fait. Parce que, en fait, la fac de droit t'a plu ? En fait, j'ai bien aimé ça. Le droit, Alors, j'ai aimé déjà qu'on me fiche la paix globalement et que je puisse travailler comme je voulais, quand je voulais, etc. J'ai eu une sorte de révélation du plan 2 parties, 2 sous-parties aussi. Il y a beaucoup de gens qui râlent après ça. Mais moi, je trouvais que le plan en 3 parties, en philo, en français, était complètement artificiel. Ça ne m'allait pas du tout. Et qu'on me dise tout d'un coup que je pouvais faire des plans en 2 parties, ça me semblait très bien. C'est drôle, moi j'avais eu le réflexe inverse. Mais... Parce que j'ai fait des études, j'ai fait une Hippocagne avant de venir en droit. Et moi, j'ai jamais réussi à vraiment accepter d'abandonner la synthèse. Alors que moi, je trouve ça extrêmement logique. Je trouvais que cette dernière partie ne servait à rien et que, en fait, quand on arrive à un développement, quand on construit son développement, à la fin, on arrive naturellement à sa conclusion si on a bien démontré les choses. Donc, ça me semblait extrêmement logique. J'aimais bien les matières parce qu'en plus, première année, on découvre le droit constit. C'est plutôt sympa parce que quand on s'intéresse un peu à la politique, etc., on comprend mieux comment fonctionne son pays, ses institutions. L'intro au droit, je trouvais ça plutôt sympa. Droit de la famille, droit des personnes, c'était pas ce qui me passionnait le plus, mais voilà, ça se passait. Puis il y a plein de petites matières annexes en première année qui sont plutôt intéressantes. Et donc, la première année s'est passée sans trop travailler, honorablement, sans résultat mirobolant, mais c'est passé. La deuxième année, j'ai un prof que je remercie qui m'a dit que les gens comme moi, à un moment, il fallait qu'ils se prennent un mur pour se mettre à travailler. Je suis allée au rattrapage en deuxième année. Je me suis mise à travailler après. Donc ça a été ce mur ? Ça a été ce mur, oui. Un petit rattrapage. Le pénal n'était pas tout à fait ma tasse de thé. Et et c'est finalement le problème des gens qui ont des bonnes notes dans les matières qu'ils aiment bien sans trop travailler, qui pour le reste vivotent. Et quand on vivote à 10, ça va. Mais au bout d'un moment, sans travailler, on n'atteint pas forcément le 10. Donc l'équilibre ne se fait plus. Donc voilà, rattrapage en deuxième année. Et après, je me dirigeais vers le droit public. Donc j'avais pris que des options de droit public, des TD de droit public, finances publiques, contentieux administratif, liberté publique. Et j'étais partie pour être publiciste jusqu'à ce que celui qui a été ensuite mon directeur de thèse, le professeur Éric Loquin, nous fasse une présentation du droit international privé et du droit du commerce international. Et je me suis dit, oh là là, ça a l'air trop sympa. Changement de voie. Et donc, maîtrise de droit privé, mention droit international. Donc, avec du droit international privé, et du droit du commerce international et du droit européen des affaires. Et là, le journalisme est loin, non ? Oui, alors, j'y pense plus tellement, mais je pense pas forcément non plus beaucoup à ce que je veux faire. J'ai fait un stage en cabinet quand j'étais en maîtrise. Département droit de l'économie, et j'ai fait pas mal de rédaction de contrats et tout, et je trouvais ça vraiment super bien. Donc je me suis dit que voilà, mais en même temps, j'avais une certaine insatisfaction des études. Je trouvais que on se forçait quand même pas trop. Alors c'est peut-être En fait, t'aurais aimé qu'on te fouette un peu plus, finalement. T'étais partagée entre le plaisir qu'on te foute la paix et de pouvoir faire ta vie. Et à la fois peut-être l'envie d'être plus poussée. C'est pas tant... Alors, ouais, mais poussée dans des choses que intellectuellement je trouvais intéressantes. C'est-à-dire qu'on m'aurait poussée, j'aurais pas pu réviser les petites matières pour l'oral, par exemple.
En revanche, en maîtrise, on a eu la possibilité de faire des petits mémoires sur certaines matières au lieu de passer un oral, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et donc, je crois que l'année de la maîtrise, j'ai dû faire 2 ou 3 petits mémoires à la place des oraux. J'ai trouvé ça super de enfin se poser et réfléchir à un sujet et approfondir quelque chose et devoir, enfin voilà, pas juste bosser parce que on va dire que c'est un manque de maturité peut-être, hein, de pas se dire qu'on bosse la matière parce qu'après ce sera utile, etc. Mais franchement, j'y crois pas une seule seconde. Non. Les gens qui bossent beaucoup à la fac, ils le bossent parce qu'ils visent. Il y en a certains qui le font vraiment par intérêt et tout. Mais souvent, vu ce qu'on nous demande, c'est parce qu'ils visent la mention, ils visent de super résultats. Et qu'il y en a qui ont, d'ailleurs, qui n'envisagent pas de ne pas beaucoup travailler pour avoir la meilleure note possible, ce qui est une grande qualité, hein, que je n'ai absolument pas. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup d'autres choses intéressantes à faire. Et que voilà, si ça m'intéressait pas plus que ça nécessitait pas de surinvestir ça. Donc, en maîtrise, je me suis rendu compte que c'était quand même super bien de pouvoir rédiger quelque chose sur un sujet long. Donc je me suis dit, je vais faire un DEA. Donc j'ai fait un DEA en droit de l'économie, encore une fois orienté droit international privé et surtout droit du commerce international. J'étais à l'université de Bourgogne, donc en droit du commerce international, il y a l'école de Dijon. Il y a la théorisation par Berthold Goldman notamment de la Lex Mercatoria. Intellectuellement, j'étais au top. Ravie. Je trouvais que c'était tout à fait dans la ligne de pensée qui m'allait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas une thèse. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on fait une thèse. C'est la bonne manière de faire une thèse, non ? Alors c'est mieux que de faire une thèse pour ne pas entrer dans la vie professionnelle lambda, parce que la thèse est une vie professionnelle. C'est mieux que de le faire pour ne pas quitter l'université. Et c'est mieux que de le faire pour ne pas passer le concours d'entrée à l'école d'avocat, l'examen. Mais ça, je n'y crois absolument pas. Enfin, honnêtement, le mythe du doctorat pour rentrer à l'école d'avocat... C'est tellement pénible de faire un doctorat. Enfin, je veux dire... oui. Si c'est pas un truc vraiment qu'on nourrit, c'est quand même pénible de passer autant de temps sur un sujet. Tout le monde peut toujours trouver des exemples de doctorats de complaisance faits rapidement pour divers motifs, qui d'ailleurs sont plus, à mon avis, des motifs souvent de reconnaissance et c'est plus des gens... on va pas citer de nom, mais c'est plus pour avoir le titre sur son CV que réellement dans le but de s'éviter un examen d'entrée. Enfin, autant payer une prépa privée, quoi. Sur 2 ans, on l'a. En tout cas, toi, c'était pas ton cas et t'as fait ton doctorat plaisir intellectuel. Par plaisir intellectuel. J'ai découvert, à mon grand étonnement, que j'aimais bien enseigner. Parce que j'avais un peu peur que ce soit pas le cas, et que je me disais que c'était un peu embêtant, si je devenais enseignant-chercheur, de pas aimer enseigner. Mais en fait, j'ai trouvé ça plutôt bien. Je me suis beaucoup investie dans la vie de l'université, j'ai appris beaucoup de choses utiles par la suite. Qu'est-ce que tu as appris d'utile par la suite dans cette vie de l'université ? Déjà, quelque chose qui, je pense, manque parfois aux confrères dans la profession, parce qu'on est très individualiste, mais l'idée de s'organiser, alors ça porte surtout dans la période actuelle, mais de s'organiser politiquement, au sens noble du terme, politiquement pour arriver à des résultats d'intérêt général. C'est pas forcément ancré dans la culture de la profession. On a tendance à faire nos petits trucs dans notre coin. Le fait d'aller au-devant des gens aussi, parce que je suis assez... On ne me croit jamais quand je le dis, mais je suis assez timide de nature. Et que notamment, tu me mets dans un rassemblement de gens avec du champagne et tout, je vais rester dans mon coin, parler à personne et puis essayer de partir le plus vite possible. C'est pas encore complètement résolu, mais grâce à cette période, j'ai un petit peu progressé là-dessus. J'ai rencontré des gens aussi, c'est toujours intéressant, d'autres horizons, d'autres filières, d'autres convictions aussi d'engagement étudiant, d'autres syndicats étudiants, etc. Voilà, donc beaucoup de choses très intéressantes. Et après, le mur de la réalité et l'échec à devenir enseignant-chercheur la qualification CNU la première année. J'étais déjà inscrite à l'école d'avocat, ça passe pas, et je me dis, puisque c'est comme ça... Donc en fait, parce que je connais pas vraiment ce système, comme je pense beaucoup de personnes, quand on est docteur, après on peut passer, un autre examen, un autre concours
Qui permet de devenir enseignant Voilà, chercheur. c'est la qualification CNU pour devenir maître de conférence ou en droit l'agrégation pour devenir professeur. Tout le monde s'inscrit à la qualif et il y a, après c'est un autre sujet, on va pas entrer dans le débat sur la qualif, mais il y a très peu de postes, il y a beaucoup de monde et il y a une sorte de pratique dans toutes les disciplines et aussi en droit qui est que souvent vous l'avez pas la première année, donc tu enchaînes des postes d'ATER ou un boulot à côté. ATER, c'est des assistants? Oui, alors à mon époque c'était ATER, maintenant je crois que c'est des... Si, ça doit être encore des ATER, c'est des assistants en fait, qui font de la recherche, qui font des heures d'enseignement, des travaux dirigés souvent, parfois quelques cours magistraux ici ou là. On enchaîne ça, ou alors on enchaîne, parce qu'on n'a pas trouvé de poste ATER, un boulot autre, souvent des assistants de justice, des boulots en cabinet d'avocat, souvent chez des avocats au conseil, ce genre de choses. Tout en s'investissant dans la vie de l'université, donc il faut essayer de décrocher des heures de cours ici ou là en tant que vacataire, tout en continuant à publier. Tout ça entre 28 et 32, 33, 34 ans, en gagnant des clopinettes, avec une précarité certaine, avec la vie familiale qui se construit par ailleurs, le fait de devoir déménager, et en droit on est encore assez préservé par rapport à d'autres disciplines, mais devoir déménager souvent, enfin puis surtout une incertitude, enfin... Donc toi, tu t'es dit non. Moi, j'étais déjà à l'école d'avocat. Je pense qu'il y a aussi, encore une fois, une certaine... je sais pas si c'est une immaturité, parce que j'aurais pu m'accrocher plus que d'autres, enfin, m'accrocher autant que d'autres, mais... franchement... T'étais pas portée, quoi. Ouais, très clairement, ça me saoulait un peu. Je vois avec le recul tout ce qu'il aurait fallu faire. Je pense pas que j'étais... très accompagnée par... Tu penses à quoi, par exemple? J'ai l'impression que les choses ont beaucoup changé maintenant et que c'était différent pour d'autres avec... j'ai un infini respect pour mon directeur de thèse, hein, mais je pense pas qu'il soit extrêmement réputé pour son accompagnement post-doctorat ou même pendant le doctorat. Enfin, c'est une qualité parce que ça apprend à être autonome. Ça complique un petit peu certaines choses parfois. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup saoulée, ça m'a vraiment agacée. Il y a une certaine part d'injustice dans le système aussi, très honnêtement. Enfin, il y a certainement meilleurs que ceux qui sont recalés, mais il y a aussi moins bons, il y a une opacité des critères, enfin voilà, c'est compliqué. Donc toi, ton échec à cette qualification, tu l'as un peu prise de plein fouet quand même? Alors, je m'y attendais parce qu'on n'y va pas en se disant qu'on va être qualifié, honnêtement. Mais je crois qu'au bas mot, j'ai dû mettre au moins 5 ou 6 ans pour vraiment m'en remettre. D'autant que ça correspond à l'entrée dans la profession d'avocat, qui est, je trouve, alors je sais pas si tout le monde la vit comme ça, mais moi j'ai trouvé ça mais d'une violence et d'un désintérêt assez sidérant. C'est-à-dire que tu finis ton stage d'élève avocat, tu commences un petit peu à maîtriser 2-3 trucs dans ce qu'on te demande de faire. Donc ça va. Tu prends un peu confiance, tu te dis ça va aller, etc. Tu commences à pratiquer. Et moi, je trouve que les 2 premières années, tu passes ton temps à être confronté à des choses que tu ne sais pas forcément faire, avec un niveau d'exigence qui est très important autour de toi, les clients, en général tes collaborateurs, et enfin, j'espère que tu es collaborateur, parce qu'à mon sens, enfin, ça va être mal pris, hein, mais les gens qui s'installent directement une fois qu'il y a le CAPA, enfin, on n'apprend rien à l'école. Hein. Je comprends bien le fait que financièrement ça soit obligatoire, enfin, on y soit contraint, mais c'est pas à mon sens le mode de formation souhaitable. Après, il y a quelques cas exceptionnels comme tu vois William O'Rourke par exemple, mais bon, il a exercé en cabinet de conseil comme juriste avant de s'installer. Bon, oui, je pense que c'est effectivement, mais voilà. Effectivement quand même un métier d'expérience. C'est ça. Je pense qu'on construit un avocat et que en sortant de l'école, on est avocat parce qu'on est inscrit au tableau, mais on n'a pas encore de réflexe et ça s'acquiert avec le temps et avec la pratique. Et donc les premiers temps, moi je trouve ça extrêmement difficile. On est très isolé en général parce que c'est une profession dans laquelle on est très isolé. Ouais. On n'ose pas, en tout cas moi à l'époque, j'osais pas forcément solliciter les confrères. Et toi, parce que donc tu rentres à l'école d'avocat en même temps que tu passes cette qualification Ouais.
Ouais, c'est En à peu fait, près ça. c'est à peu près. J'ai Parce soutenu que en tu décembre et je me suis inscrite à l'EFB en décembre et j'ai commencé la scolarité en janvier. Parce que tu anticipais que tu n'aurais pas le CNV et tu voulais être sûre de rentrer dans une Oui, trame, parce que tu voulais devenir avocate de toute façon, parce euh, que non, c'était parce quoi que j'anticipais l'échec, que c'était la voie professionnelle la plus sûre et que je trouvais intéressant, et ça vient aussi de mon école de formation. Je ne me voyais pas, même si j'étais universitaire, je ne me voyais pas ne pas connaître la pratique. Donc je pensais qu'il était nécessaire de pratiquer par ailleurs. Et quand je suis entrée à l'école d'avocat, j'étais juriste en entreprise. J'avais un CDD d'un an. Donc je l'ai fait en même temps que l'école. Alors à l'époque, les cours, il y en avait encore moins que maintenant. Donc je m'arrangeais avec les RTT et tout pour aller en cours. Le reste du temps, j'étais en entreprise. Et ensuite, j'ai fait passer mon CDD en PPI. Mhm. Donc j'ai fait ma première année comme ça. Après, stage Tu cabinet. faisais quoi dans cette entreprise? C'était une entreprise qui est une filiale d'université, ce qui est une configuration assez originale. Et donc j'étais juriste contrat pays, c'est-à-dire que je négociais et rédigeais les contrats entre cette entreprise qui, je vais le dire de façon simple, mais qui vendait la recherche de l'université et ceux qui achetaient cette recherche. C'est un peu comme l'INRS, non? Non. Je ne sais pas, je suis pas sûre. Ou C'est le un peu... CNRS? Non, le CNRS, c'est un organisme de recherche. Ouais. Alors c'est pareil, le Mais CNRS... ils ont un truc qui Ils est ont... plus privé, qui fait toute Alors, la ils valorisation. ont un truc qui avait un nom ridicule auparavant, je ne connais pas le nouveau nom. Ouais, je sais plus, mais j'avais regardé un peu Mais ce il y a qu'ils faisaient. ça, et maintenant ça s'appelle des SAT. Globalement, c'est des organismes qui sont chargés de faire le lien, y compris commercialement. Donc je faisais ça, ce que je trouvais très intéressant. Ça permettait de garder un lien avec la recherche. Ça correspondait à un certain nombre de valeurs. Enfin, je trouvais intéressant de permettre un lien entre le tissu économique et la recherche. Même si je trouvais un petit peu parfois que ce lien était extrêmement favorisé, c'est-à-dire qu'on vendait un petit peu à bas prix la recherche publique et qu'il y a un certain nombre d'aides qui ne vont pas forcément au bon endroit. Mais bon, je trouvais ça très intéressant, donc je faisais ça pendant un an. Ça venait aussi dans le prolongement de mes engagements à l'université auparavant. J'ai fait ça pendant un an, ensuite stage cabinet. À la fin du stage cabinet... T'étais dans quel type de structure? J'étais dans un cabinet... alors, il y avait... Attendez, je compte sur mes doigts. 4 associés. Ouais. C'est ça, 4 associés. Il y avait 4 collaborateurs, je crois. Un cabinet français pas très grand, mais structuré, avec vraiment une pratique de qualité. Je faisais du droit de l'économie et pas mal de... J'ai découvert notamment le droit du commerce électronique, avec les questions de cybersquatting, ce genre de choses. Quand tu dis droit de l'économie, c'est du droit commercial? Alors, j'ai un peu du mal à situer. Bah c'est le problème du droit de l'économie, c'est que j'ai toujours du mal, il y a un peu de tout. Bah, c'est bien, j'en apprends tous les jours. Il y a du droit de la conso, il y a du droit commercial, du contentieux commercial contractuel, pas mal de rédaction de conditions générales de vente, de conditions générales d'utilisation, du conseil sur t'as ton client qui veut vendre tel truc en ligne, est-ce qu'il peut rédiger comme ça sa publicité, est-ce que c'est CGU, ça correspond, ce genre de choses. Et puis effectivement un volet contentieux commercial de, je sais pas, t'as ton contrat de transport qui foire, okay. Ce que tu fais. Donc ce genre de choses. Avec la découverte du droit du commerce électronique qui m'a beaucoup plu. On a discuté pour que je reste en collab ensuite. J'ai commencé à temps partiel et en fait il n'y avait pas un volume d'affaires suffisant, donc je ne suis pas restée très longtemps. Et j'ai enchaîné ensuite avec une collab chez un confrère qui avait à ce moment-là, qui a toujours d'ailleurs, un volume de dossiers très impressionnant, important et impressionnant d'ailleurs, un contentieux de masse sur les prêts en francs suisses. Des particuliers qui ont à ce moment-là souscrit des prêts en francs suisses pour acheter des biens locatifs, c'était de l'investissement locatif, et en fait les taux ont bougé, c'était pas du tout avantageux, etc. Et il avait besoin de quelqu'un pour aider pendant quelques mois sur ces dossiers-là, et puis sur le volume d'affaires courant, donc encore une fois du commercial. Et dans quel état d'esprit étais-tu alors que, bon, du coup, il y a ce
stage qui se poursuit dans une demi-collaboration qui en fait ne peut pas se poursuivre, et ensuite cette deuxième collaboration donc dans ce contentieux de masse. Dans quel état d'esprit t'es? Comment tu te sens par rapport à tout ça? Moi, j'essaye de trouver ma place parce que je trouve que intellectuellement, c'est pas forcément très satisfaisant. Je trouve que, comme tous les jeunes, les stagiaires et les jeunes en cabinet, c'est-à-dire que même, c'est des confrères tout à fait corrects et que je remercie, qui m'ont bien formé. Et d'ailleurs, mon premier patron, je continue à bosser avec lui sur des dossiers perso qu'il m'envoie et tout, donc vraiment. Mais je pense que c'est la réalité de ce métier, les premiers mois, surtout moi en arrivant d'un doctorat, je me retrouve à faire des dossiers de plaidoirie de 150 pièces et je n'ai pas un esprit pratique très développé pour ce genre de choses, donc je fais toujours les trous au mauvais endroit, les intercalaires qui sont mal mis, je recommence. J'ai l'impression, très honnêtement, d'être larbin de cabinet, en fait, au final, et de ne rien faire d'intéressant, et ça m'exaspère, et que je vois pas trop ce que je fais là. Après, voilà, faut payer son loyer. Je suis pas toute jeune en plus. C'est bête, mais T'avais quel âge? Moi, j'avais 29 ans. J'avais 29 ans, mon père était décédé quelques années avant, mon petit frère commençait ses études, donc voilà quoi, faut bosser. Pragmatisme. Pragmatisme, et en plus c'est pas, soyons honnêtes, parce que moi les confrères qui se plaignent, c'est trop horrible, c'est affreux, c'est pas le bail non plus quoi. On fait une profession intellectuelle, on a des perspectives d'évolution qui globalement, même si je sais qu'il y a de grosses difficultés, etc., sont quand même plutôt positives. Bon, c'est insatisfaisant. Ce que je regrette surtout, en fait, c'est qu'à l'époque, j'étais trop isolée et je n'osais absolument pas, par exemple, demander conseil à des confrères plus expérimentés, etc. Et donc, s'il y a des jeunes qui écoutent, vraiment, n'hésitez pas. Je l'ai fait plus tard et je pense que globalement, ça ne gêne pas grand monde. Moi, ça ne me gêne pas quand on le fait. Et dans une profession comme la nôtre, je pense que c'est tout à fait bénéfique. Quand est-ce que tu l'as fait? Moi, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je l'ai fait avant d'arriver chez Fidal. Donc j'avais déjà, c'était il y a 1 an et demi. Donc voilà quoi, j'ai prêté serment en 2011. D'accord, donc il t'a fallu... Je suis un peu lente à comprendre. 7 ans, ouais. 7 ans. Pour demander d'aide. Et quand tu l'as fait, où est-ce que tu l'as fait? Comment tu t'y es prise? Alors j'ai envoyé des mails à 1 ou 2 confrères en qui j'avais confiance et qui étaient plus expérimentés que moi. Dans ta structure? Non, en dehors. Ailleurs. Et je leur ai demandé s'ils avaient 10 minutes pour que je les appelle, pour leur parler d'une proposition de collab, et je savais pas si j'avais intérêt à accepter ou pas, et que je voulais bien des avis plus expérimentés. Et t'as été bien reçue? Ou alors ils sont très polis, ils m'ont pas dit que je les gênais, auquel cas je m'excuse. Je vous prie de m'excuser. Mais oui, j'ai été tout à fait bien reçue. Non, mais c'est bien comme non, mais dis, vraiment, Et alors, je les connaissais par avant un petit peu, j'ai pas pris dans l'annuaire des confrères. Tu les connaissais comment? Alors là, c'est l'autre chose, mais je crois que ça a déjà été abordé dans tes podcasts. Je les connaissais notamment grâce à Twitter. Parce que je tweete un peu, que je les avais rencontrés à cette occasion-là, qu'on avait échangé plusieurs reprises, comme toujours, sur des dossiers, sur des problématiques juridiques, ou autres d'ailleurs, qu'ensuite on s'était croisés à des événements de l'ordre, et qu'en leur ayant parlé sur Twitter, j'ai osé aller leur parler après quand on s'est croisés, qu'on s'est croisés ensuite à quelques apéros. Pourtant, j'en fais vraiment pas beaucoup, très honnêtement, mais on s'est croisés à quelques événements autres, etc. Donc en fait, tu t'es inscrite sur Twitter, tu t'es créé une communauté de tweets ouais, je sais pas si on peut dire ça comme ça, de confrères. Et il y a eu des événements d'organisés, in real life, comme on dit. Et c'est comme ça que tu t'es rapproché de certains confrères et que tu as brisé une glace. Oui. Je pense que pour les timides comme moi, et surtout, c'est aussi... quand on part avec une éducation qui fait qu'on te répète de te faire oublier, de ne pas déranger, d'être poli, et qu'en plus il y a un certain orgueil qui fait qu'on n'aime pas forcément demander, voilà, il faut quelque chose qui fasse qu'on ose
aller se présenter aux gens, dire bonjour et ensuite solliciter un petit peu. Et pour toi, ça a été Twitter? Pour moi, ça a été ça, oui, essentiellement ça. Bah, c'est chouette. Bah oui, oui, oui. Et pour en revenir un peu en arrière, donc tu commences, t'es un peu isolé, tu désinterres intellectuel, mais le pragmatisme prend le dessus. Et est-ce que tu te dis quand même, ça, voilà, c'est temporaire, c'est juste le début dans la profession, et puis ça va gagner en intérêt? Ou est-ce que là, t'es vraiment un peu en mode le jour, bon, il faut que je paye mon loyer, il y a ce travail, c'est pas non plus le bagne, comme tu dis, c'est une profession intellectuelle, je suis pas physiquement maltraitée. Je me souviens pas vraiment. Oui, alors je crois que je me suis toujours dit que de toute façon, quand je voyais ce que faisaient les gens plus expérimentés que moi, ça avait l'air sympa. Voilà. Bah non, mais donc c'est Donc, super. donc voilà. Non, honnêtement, cette période-là, c'était pas, c'était pas fou, quoi. Mais c'était pas non plus. Il y a eu un passage plus difficile chez un confrère qui payait très irrégulièrement et qui était pas forcément toujours un excellent manager, nous allons dire. Ouais. Tu vois l'euphémisme. Comme je pense nous avons été beaucoup à connaître, hein, où là vraiment j'ai tenu 1 an et je suis partie à la fin de l'année. Voilà, je pense qu'il était nécessaire que je parte. C'était ta 3e collaboration? Ouais, alors du coup on va retrouver sur le CV en regardant, mais oui, c'était ma 3e collaboration. Ouais. Non, mais je suis pas sûre que les gens. Voilà, bon. Mais en tout cas, voilà. Donc tu pars de ce CDD contentieux de masse. Et je retrouve. Et tu vas dans cette collaboration où ça se passe humainement pas top. Et où pour le coup, là, intellectuellement, c'est très intéressant parce que je fais de l'arbitrage interne et encore du droit de l'éco. Mais l'aspect arbitrage me plaît beaucoup. C'était ma formation de base, donc je suis très contente d'en faire. Mais tout le reste est un enfer, pour être très honnête. Donc, extrêmement difficile pour le coup. Enfin, vraiment moralement très très dur. Bah là, oui, enfin, je pense que le seul conseil à donner aux confrères dans ce genre de situation, c'est de partir. Enfin, pour le coup, je pense qu'il faut juste partir. Hein. Ça se matérialisait par des mots, c'était dans comment cette personne s'adressait à toi, c'était dans l'organisation du travail. Alors déjà, quand je suis arrivée dans cette collab, je ne savais pas, j'ai découvert après, mais il y avait eu 3 autres collaboratrices sur mon poste dans l'année qui a précédé. Ce qui fait un turnover assez important. Et c'était... Alors, la façon de parler, effectivement, à expliquer tout le temps à tout le monde. Hein, c'est-à-dire que... me le dire à moi, mais il le disait aussi à une de ses collaboratrices qui était là depuis 12 ans, je ne sais même pas comment. Et à une autre qui avait plusieurs années d'expérience, qui vraiment est extrêmement compétente. De toute façon, on était nuls, on comprenait rien, on rédigeait mal. Si lui ne comprenait pas, personne n'allait nous comprendre. Vraiment, on était en dessous de tout. Rien n'allait jamais. Sans aucune instruction claire en plus. Typiquement, je me souviens d'une fois où il m'avait demandé de faire un dossier de plaidoirie. Je lui ai dit, mais comment un dossier classique, il y a l'ancienne version, nouvelle version. Est-ce qu'il y a des exigences particulières? Parce que parfois, ils voulaient qu'il y ait des cotes avec certains éléments qui soient mis en avant sur les cotes, etc. Je dis non, mais vous voyez bien, etc. Ok, bon, je fais quelque chose. Évidemment, ça n'allait pas. Il m'appelle chez moi, je me souviens, c'était un 24 décembre, il m'appelle chez moi à 8h du mat, j'étais en vacances, pour me dire que c'était vraiment trop nul. Enfin, ce genre de choses. Les horaires aussi, parce que c'est bête, mais c'est-à-dire que nous, fallait qu'on soit là vers 9h30 le matin. Il appelait des assistantes pour savoir si on était là. Et il arrivait beaucoup plus tard. On se mettait réellement à travailler et à relire en urgence des choses qui étaient sur son bureau depuis 15 jours, 3 semaines. En général, vers 17h, le jour où il fallait l'envoyer. Donc, on restait... Alors, lui restait jusqu'à 1h... assez tardif tout de même, hein, parce que forcément, mais beaucoup moins tardif que nous. Et après, voilà, s'il faut que ça soit parti, mais que dans les modifs qu'on a faites, ça a modifié l'ordre des pièces, etc., il faut reprendre le bordereau, il faut reprendre les pièces et il faut l'envoyer. Donc je partais rarement avant 9h le soir,
j'ai annulé, enfin je pense qu'il y a des gens qui m'en veulent encore, j'ai annulé un nombre de déjeuners au dernier moment et de dîners, enfin de façon extrêmement impolie, enfin tout le temps quoi. Et puis bah, enfin, au bout d'un moment on dort plus parce que même quand on est fatigué, en fait on est tellement angoissé et tellement rabaissé tout le temps. Puis ça devient un cercle vicieux parce qu'il y a des reproches constants qui font qu'au bout d'un moment on n'ose plus faire les choses parce qu'on est dévalorisé. Et du coup après il y a des reproches où on fait des erreurs, etc. Et il y a des reproches qui deviennent justifiés. Et quand on en a un minimum honnête intellectuellement, on s'en rend compte. Donc ça nourrit le truc. Enfin, c'est vraiment. Et puis il y avait le fait que on était payé quand il avait le temps. Que par ailleurs, moi je me souviens encore d'une fois où j'étais en vacances et je fais un mail en disant que j'ai pas eu ma rétro. Et que ça fait déjà 15 jours de retard et que ce serait bien de me payer. Et là, son épouse, qui faisait le secrétariat général du cabinet, me rappelle en disant que oui, ils savent pas ce qui se passe. Puis en discutant, elle finit par me dire que c'est quand même super compliqué parce que là, comme il y a des problèmes financiers, ils peuvent pas aller en vacances à l'hôtel, ils ont été obligés de louer un appartement. Élégant. Très élégant. Donc au bout d'un moment, je pense que le piège, c'est qu'au bout d'un moment, on est tellement fatigué qu'on survit chaque jour. Enfin, on survit, façon de parler encore une fois, mais... On tient chaque jour sur ce qu'il faut avoir à faire au quotidien et on ne prend pas le temps de chercher ailleurs. Et en fait, moi, ça a explosé sur deux choses. C'est que d'une part, à l'époque, le contrat, l'assurance perte de collab était intéressant. Donc, je l'avais pris. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être un peu plus sereine en me disant que de toute façon, je le dis comme ça, hein, mais que de toute façon, si je me faisais virer, bah, c'était pas plus mal. Et que au bout d'un moment, bah, je me suis dit que c'était plus possible et que j'ai explosé un jour où j'avais pas pris de vacances, rien. Et au mois d'août, il était pas là. Je lui ai dit que je prenais mon vendredi après-midi vers la fin du mois d'août pour aller à Rock-en-Seine. Il y avait rien, tout était à jour. J'étais à Paris. Enfin voilà, je dis. Et là, il m'a hurlé après en me disant que c'était pas possible, que je pouvais pas prendre de vacances comme ça comme je voulais, que c'était inacceptable. Je lui ai dit que si c'était comme ça, bah, je démissionnais. Il m'a dit non, je vous vire. Je lui ai dit ah bah parfait, faites-moi une lettre. Vous me virez, c'est très bien. Et du coup, voilà. Vous n'imaginez pas comme ça m'arrange. C'est ça. Du coup, voilà. Et donc, je suis partie, j'ai mis mon CV en ligne sur le site de l'UVIA et j'ai eu un coup de fil d'un cabinet qui cherchait quelqu'un pour faire du droit douanier. Ça a mis du temps? Ah non, alors je pense, j'ai même un peu regretté parce que du coup j'ai pas eu de vacances entre les deux collages, je me suis dit tout ça pour ça quoi. J'ai dû réussir à gratter 15 jours. C'est le nombre de personnes qui m'ont raconté des histoires comme ça. Mais ouais, on s'angoisse alors qu'en fait... Et du coup, on m'a contacté en se disant, et ça a un lien, que avec un doctorat du droit du commerce international, du droit européen des affaires... je devrais réussir à apprendre le droit douanier sur le tas, puisque tout le monde l'apprend sur le tas. Pour avoir fait un petit peu de droit douanier dans un dossier, dans une de mes collaborations, je vois pas comment ça s'apprend autrement que sur le tas. Bah, ça s'apprend sur le tas, parce que de toute façon, il y a très peu de formation. Il y a très peu de formation, et puis en plus, il y a même assez peu d'informations juridiques sur les bases de données. Il y a l'AMI-Line. Ouais. Et nous, on avait été obligés quand même de travailler avec un ancien douanier qui était devenu confrère parce qu'il y a juste des textes qui sont pas dispo quoi. Bah de toute façon, il y a quelques manuels mais qui sont ça couvre pas l'ensemble des problématiques qu'on peut avoir en droit douanier au quotidien. Ouais. Il y a quelques manuels, il y a le guide des procédures douanières de l'AMI qui est à mon sens le plus complet. Il y a des bases de données spécifiques telles que l'encyclopédie douanière, mais qui donnent surtout accès à justement des textes spécifiques, notamment les classifications, etc. Faire, ça. Mais voilà. Et surtout, eux, ils faisaient quelque chose de très spécifique qui était du contentieux douanier civil. Ils représentaient l'administration des douanes, ils avaient le marché pour l'administration des douanes en contentieux douanier civil et puis un autre volet en fraude fiscale et escroquerie. Donc t'es recrutée sur ta tête bien faite? A priori, oui, je pense. Et bien évidemment, le fait que tes connaissances en droit européen, des affaires, en droit commercial, etc., bien évidemment servent... Voilà. Mais t'es quand même recrutée sur ta capacité à apprendre quelque chose que tu... Je pense, oui. Ouais, bah, c'est super. Et donc du coup, là, je suis restée là-bas 5 ans et j'ai fait
Alors là, j'ai vraiment appris quelque chose qui m'a beaucoup plu, le contentieux à haute dose. J'ai toujours fait du contentieux, mais je plaidais beaucoup moins. Là, c'était quelque chose qui me correspondait assez, je pense, parce que on est envoyé à l'autre bout de la France en audience, et on est tout seul. Et qu'on peut toujours appeler le cabinet pour parler à un associé s'il y a un problème, ce qui arrive de temps en temps, mais enfin, globalement, il faut se débrouiller tout seul. Et il faut faire face aux confrères ou aux justiciables qui sont, quand ils n'ont pas d'avocat, seuls. Il faut dire bonjour aux confrères dans toutes les juridictions seuls et ne pas passer pour le Parisien désagréable qui ne dit pas bonjour. Et toi qui t'es présenté comme quelqu'un de plutôt timide, ça a été... Et ça, c'est pas un problème. Ouais, non ? En fait, je suis timide dans les relations avec les gens comme ça, mais pour parler en public ou pour aller défendre quelque chose en public, ça m'a jamais posé de problème. Quand j'étais petite, j'étais toujours volontaire pour lire à la messe, par exemple, parce que je trouvais ça très sympa. J'aimais beaucoup prendre la parole devant tout le monde. J'ai toujours été déléguée de classe. Ça, j'aime bien. D'accord. Et ça, c'est pas un problème. Porter la voix. Voilà. Et puis, soyons honnêtes, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens dans le métier. Le conflit me gêne pas. Au contraire, même, le côté un peu lénifiant de toute une partie de la société maintenant, essayer d'entourer toutes les choses, le côté très commercial, ça me fatigue très vite. Alors j'essaie de me corriger parce que parfois ça fait un peu... Les gens sont pas tous prêts. Je pense que c'est un vrai problème d'avocat, ça, c'est que parfois on a tendance à être rentrer dans un peu frontal et à ne pas forcément se mettre à la place. C'est bête, mais... Mon conjoint me dit parfois mes discussions avec l'agence de babysitting, par exemple, c'est surréaliste. C'est-à-dire que je reprends le contrat et il me parle d'autre chose et je leur dis que c'est pas tellement mon problème. Il me dit mais non, sois plus douce. Bon, donc aller en audience, le conflit et tout, ça me gêne pas et j'aime bien. Et donc, encore une fois, tu sors d'une collaboration où... Ce que je comprends, c'est que tu avais un peu le moral dans les chaussettes quand même, et l'estime de toi dans les chaussettes. Comment c'est arrivé dans cette nouvelle collaboration? Comment tu t'es reconstruite? Est-ce que ça s'est fait finalement juste le fait de sortir de ce contexte dans lequel tu n'étais pas bien et d'être mise sur des dossiers challenging et de retrouver cette autonomie aussi géographique et tout, ça t'a apporté? Le fait de sortir de ce contexte... de bouger, c'est bête, mais pas être enfermé tout le temps dans... Ouais, je pourrais pas, même ici par exemple, je pourrais pas ne pas avoir d'audience et rester tout le temps devant mon ordi à rédiger des mémos et ça me fatigue un peu au bout d'un moment. Le fait aussi de travailler avec des confrères, des associés qui sont tous des gens respectueux, agréables. On peut avoir des désaccords, des différends, des incompréhensions même au bout d'un moment. Et je pense que c'est un peu le cas dans toute collaboration. Au bout d'une certaine durée, il y a les désirs qui sont plus forcément en accord des deux côtés, mais c'est parfaitement normal. Mais en tout cas, quand je suis arrivée, tout le monde est respectueux, normal, poli. Considère que c'est normal d'avoir une vie à côté du cabinet. C'est exigeant quand même parce que, moi, ça m'est arrivé régulièrement de me retrouver coincée à l'autre bout de la France, de ne pas pouvoir rentrer chez moi parce que la correctionnelle avait duré trop longtemps, j'avais raté le dernier train ou le dernier avion, ce genre de choses. Donc c'est exigeant en termes de temps. Mais ce sont des gens normaux qui considéraient, par exemple, que si on avait passé toute la semaine à rentrer chez soi hyper tard, à être dans des trains tout le temps, si le vendredi on voulait partir à 17h, c'était pas un drame, mais c'était même plutôt normal. Est-ce que pendant tes 3 premières années difficiles, t'as envisagé de quitter la profession ? Non. Alors non, je saurais même pas dire pourquoi. Peut-être parce que ça va bien les échecs au bout d'un moment, quoi. Ce serait bien d'arriver à faire quelque chose de ce métier. Et puis aussi parce que je pense que c'est une vraie qualité des gens qui sont arrivés là un peu par hasard. J'ai un peu de mal avec le discours de certains confrères. Je vais sauver la veuve et l'orphelin, et c'est un métier, c'est une vocation, etc. Je
pense que quand on arrive dans ce métier, en n'attendant pas forcément de grandes choses, finalement, on est surpris positivement. C'est l'histoire de beaucoup de fleurs d'avocat quand même. Oui, je pense que c'est... Voilà. Quand on s'attend à l'avocat des séries télé ou à des espèces... Enfin, une vocation chevillée au corps, etc., je pense que la chute doit être très très rude souvent. Et donc tu n'envisages pas de quitter la profession parce que voilà, un mélange d'orgueil et de finalement, quand même, je comprends que tu y trouves de l'intérêt intellectuel. Oui. Malgré les premières années où bon, ça a mis un peu de temps à démarrer, à devenir vraiment intéressant, tu trouves de l'intérêt intellectuel. Oui. Et donc cette collaboration, cette 4e collaboration donc, est-ce que c'est vraiment la collaboration dans laquelle tu t'es sentie devenir vraiment... Oui, Pleinement vraiment avocat. toi, pleinement avocat. Pleinement avocat, oui. Parce que mine de rien, le passage... je sais bien que maintenant, on doit être moitié-moitié un contentieux conseil et qu'il y a... Là où on est, par exemple, la majorité des confrères ne plaident jamais et ils sont tout autant avocats que moi. Je trouve néanmoins que savoir ce qui se passe en audience, savoir ce que c'est, savoir se comporter, l'avoir fait quand on est jeune, c'est extrêmement positif. Vis-à-vis de la société et même des clients d'ailleurs, ça fait qu'on est souvent vu comme vraiment avocat. Il y a un côté, dans l'imaginaire collectif, l'avocat, il fait du contentieux. Le passage au pénal aussi, parce que moi je dis très naturellement que je ne suis absolument pas pénaliste. En revanche, j'ai fait du pénal hyper spécifique, du pénal des affaires. J'irai pas prendre n'importe quel dossier de droit pénal, parce que je pense que je suis pas assez bonne en procédure pénale lambda. Je connais ce qui concerne mon micro-domaine. Mais avoir vécu ça, même sur ces dossiers-là, ça fait grandir et ça donne de l'expérience et ça donne une vision, et même une vision pour les dossiers qui ne sont pas contentieux, que je trouve assez intéressant, et une vision de la nature humaine. Donc, du coup, moi, tout ça allié, cette expérience-là, l'autonomie, le fait d'avoir appris aussi une nouvelle matière, parce que c'est un peu mon défaut, hein. J'aime bien apprendre des choses et je me lasse assez vite. Donc, c'est aussi une qualité. Oui. Enfin, moi, j'ai un peu ça aussi, je me lasse assez vite. Et j'essaye de me dire que c'est pas qu'un défaut. Donc je m'auto-persuade en t'en parlant, voilà, tu vois. Le fait de découvrir ça, oui, je me suis vraiment sentie à l'aise, bien. Et puis j'ai développé aussi à ce moment-là, j'ai commencé à développer pas mal ma clientèle perso. Enfin, pas mal, c'est pas non plus... je vais pas vivre juste avec mes dossiers perso, mais j'ai commencé à avoir vraiment des dossiers perso et une vraie collab libérale et pas juste un truc de collab libérale pour te fouetter et pour pas payer les charges du contrat de travail. Donc c'était plutôt épanouissant. Et pourquoi t'es partie ? Alors pourquoi ça s'est terminé ? Je sais pas si t'es partie. Oui, je suis partie parce que j'ai eu... mes enfants sont nés en décembre 2017. J'ai toujours un doute, c'est terrible. Hein. Mes enfants sont nés en décembre 2017. Des jumeaux ? Des jumeaux. Bravo. Bravo, c'est-à-dire, j'allais dire je suis pas pour grand-chose, mais si, mais bon, le choix jumeaux ou pas, on n'y est pas pour grand-chose. Donc des jumeaux. Je me voyais difficilement continuer les trajets à ce rythme-là. Enfin, c'était compliqué. Il a fallu que tu réaménages ta vie. Voilà, en termes d'organisation. Et puis même, je pense que on était arrivé au bout de cette collaboration, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de perspective d'évolution. Ça faisait 5 ans que je faisais la même chose. C'était sympa, mais bon... voilà, comme tu l'as dit, t'aimes bien apprendre de nouvelles choses. Oui, et puis alors ça, je pense que c'est une idée que beaucoup de confrères n'ont pas, mais quand on a des collaborateurs, ils vont pas faire la même chose pendant 10 ans. Enfin, à un moment, il faut proposer une évolution, des responsabilités, ce genre de choses. On peut pas demander aux gens d'être dans le même poste, alors en proposant un peu d'augmentation de temps en temps et tout, mais même en fait commercialement, enfin économiquement, c'est pas très viable si on donne juste plus d'argent. Enfin, ça me paraît un peu insensé. Donc voilà, au bout d'un moment, je trouve assez normal de partir. Et bon, voilà. T'as trouvé facilement ? En fait, j'ai pas cherché. J'étais en train de me dire que je partirais bien. J'avais refait mon CV
Et là, on m'a contacté en me disant que Fidal cherchait quelqu'un en douane. Voilà, en douane, on n'est quand même pas très nombreux. Hein, donc, quand quelqu'un cherche, tout le monde le sait. Donc, il cherchait quelqu'un en douane. Et voilà. Et c'est là que tu as contacté des confrères Twittos pour avoir leur avis sur ce mouvement. Et c'est là que... Pourquoi tu avais des doutes? Qu'est-ce qui te faisait... Le passage dans un gros cabinet. Moi, j'avais toujours été dans des structures, des cabinets de taille raisonnable. Hormis le fou furieux qui était tout seul. Pardon, alors... C'était pas très déontologique, ça. Hormis cette personne avec qui ça ne s'est pas très bien passé. Hormis cette personne avec qui ça s'est pas très bien passé. J'ai toujours été dans des cabinets avec un nombre raisonnable d'associés, etc. Mais voilà, petit par rapport à Fidal. Donc je n'étais pas certaine de pouvoir réussir avec mon caractère, etc. Le saut dans une grosse structure comme ça. En plus, à l'époque, ils voulaient des salariés, des avocats salariés, et ça me gênait beaucoup. Je ne voulais pas être salariée. Je sais que ça semble insensé, hein, mais je ne voulais pas être salariée. Et du coup, voilà, je me demandais si c'était vraiment un bon choix, si j'y trouverais vraiment un intérêt à terme. Et donc, j'ai demandé leur avis à quelques confrères qui m'ont gentiment conseillé. Vraiment très gentiment. Et donc, je suis partie et je suis arrivée chez Fidal en septembre 2018. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, ces confrères, qui t'a convaincu ou qui t'a donné envie d'essayer chez Fidal? Ils m'ont dit que... Alors déjà que a priori, c'était un cabinet et une équipe... Alors je connaissais déjà un petit peu l'équipe, mais c'était un cabinet et une équipe de gens normaux, sensés, et que je pouvais partir en confiance. Ils m'ont dit aussi que c'était intéressant, que ça changeait d'activité, que ça me faisait apprendre de nouvelles choses, qu'il fallait voir comment je pouvais, moi, me développer là-dedans. Est-ce qu'il y avait une place pour que moi, je fasse des choses qui m'intéressaient, etc. Et puis voilà. Et tu arrives donc chez Fidal. Et j'arrive donc chez Fidal. Comment ça se passe? C'est arrivé déjà à la Défense. Parce que c'est un, non, mais alors ça, c'est un écosystème. Hein. Vraiment, les confrères n'allaient pas à la Défense. Quelle idée. Moi, à chaque fois que je viens à la Défense pour une interview, c'est pas arrivé beaucoup, mais à chaque fois, je me dis jamais, 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 je ne pourrais travailler ici. Alors, moi, je me dis ça aussi. Je continue à me le dire un petit peu tous les matins, hein, très honnêtement. C'est-à-dire que moi, avant, j'étais à Saint-Paul. Et après, j'étais à Monceau. Alors, en plus, je trouvais que j'étais vraiment du côté pas sympa de Monceau. Côté rue Monceau. Côté pas sympa de Monceau. Parce que côté Logelbach, rue de Lévis, Villiers et tout, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc je trouvais que j'étais du côté désagréable du parc Monceau. Ouais, mais la rue de Monceau, c'est les grands appartements bourgeois du 17e. Oui, d'accord. Enfin bon, ça manque un peu de resto, de magasins, tout ça. Et après, je suis arrivée à la Défense. Comment dire? Non, alors j'essaye de rester positive. C'est pas mon élément naturel. Bon, manifestement, tu trouves ton compte. Alors, c'est ce que je te disais en arrivant. Il y a des côtés extrêmement positifs. Notamment la vue depuis les tours. Oui, là, nous avons une magnifique vue sur l'Arche de la Défense et sur les tours de la Société Générale. Alors, il y a aussi la tour Areva, oui, qui n'est pas particulièrement belle. Qui coupe un peu la vue. Hein, voilà. Mais la vue est belle. La vue est belle. C'est le côté positif. Il y a un côté extrêmement fonctionnel, c'est-à-dire que moi j'ai été dans des cabinets, dans des appartements haussmanniens où en été il fait plus de 35 degrés, on crève de chaud, en hiver il fait un peu frisquet. Bon, là l'avantage c'est que pendant la canicule on survit très bien. Et c'était pas chez Fidal, mais ici nous avons quand même des murs aimantés et des tableaux Velleda sur les murs. C'est une des premières choses dont Marie m'a parlé quand on est arrivé. Moi, je trouve que c'est le bénéfice essentiel. On peut écrire sur les murs. On peut écrire sur les murs. Ouais. Je suis très fan. Bon, la Défense, c'est un autre monde. Hein. C'est-à-dire que j'ai découvert, par exemple, qu'il y avait des avocats qui mangeaient à la cantine. Ce que je ne connaissais pas, moi. Hein. Et donc, est-ce que tu manges à la cantine? Non. Est-ce que c'est une question de principe? Chez Fidal, j'y mangeais un peu plus souvent parce qu'elle était en dessous de la tour. Ici, c'est plus loin. Il faut sortir de la tour, tout ça. Alors, manger à la cantine
Et devoir en plus sortir de la tour, je vois pas trop le bénéfice. C'est vrai que je trouve que le moindre déplacement à la Défense, t'as l'impression que c'est une expédition. C'est-à-dire que tu attends l'ascenseur 10 minutes. Ouais. C'est le temps qu'il faut pour aller au métro. C'est-à-dire que... non, c'est absurde. Enfin, je trouve que la Défense est absurde. Après, bon, hein, je vais pas faire changer de place le cabinet. Non, mais... Donc je prends... J'essaye de trouver les côtés rigolos. On a les avions de chasse qui frôlent la tour le 14 juillet, je trouve ça marrant. Plus sérieusement, comment, en termes de travail et d'équipe, comment se passe ton arrivée chez Fidel? Alors, le vrai changement, c'est que on est désormais dans une équipe structurée, que j'ai un grade, ce qui m'a beaucoup amusé aussi. J'ai découvert ça, je savais, j'avais des amis qui faisaient ça, mais j'ai découvert en pratique la structuration, associé, senior manager et collaborateur avec les différents grades. J'avoue que les grades des collaborateurs, j'ai pas encore bien assimilé. J'ai tendance à parler plutôt en année de bar, mais bon. Est-ce que tu es arrivé avec quel grade, justement? Manager. Ça correspondait à quoi comme poste? Alors ça signifie que on doit superviser le travail des collaborateurs plus jeunes, et faire l'interface avec les associés, donc éviter une partie du travail aux associés en pré-supervisant, et ensuite les associés revalident ce qu'on a fait, etc. Et puis faire une part de développement aussi vis-à-vis des clients. Est-ce que tu étais salarié ou est-ce que tu as gardé ton statut? J'ai négocié pour rester libéral. Super. J'ai très bien fait, vu ce qui s'est passé 6 mois après. Ouais. Et c'était quelque chose qui te réjouissait d'avoir un poste plus de manager, donc, plus que dans la production? Est-ce que tu gardais une grande part de production quand même? Honnêtement, j'écris beaucoup moins, je conclus par exemple beaucoup moins que je ne conclus avant, et je rédige moins toute seule qu'avant. Ça, c'est sûr et certain. Je produis beaucoup moins directement. Moi, je trouve ça plutôt bien, parce que, encore une fois, je pense que c'est une évolution normale. Et que pour le coup, ça prépare plus que dans les petits cabinets où il y a très peu ce genre de structuration. Je trouve que ça prépare plus à l'évolution de carrière. Ça fait pas un saut de collab lambda. Je trouve ça intéressant. On apprend de nouvelles choses. Il est entériné qu'on doit avoir une part aussi, qu'on doit essayer en tout cas d'avoir une part de développement aussi. Donc c'est pareil, c'est dit, je trouve ça très positif par rapport à des plus petites structures où tout ça est beaucoup plus flou. Oui, c'est transparent, il y a une transparence dans ce qu'on attend de toi, dans ton évolution. C'est ça. Et après, c'est super. Après, tu pourrais finalement te dire, bon, je découvre et je comprends l'intérêt, mais en fait, ce qui me plaît vraiment, c'est la production. Toi, ça n'a pas été ton cas? Ça n'a pas été mon cas. Parce que je pense que je continue... Alors, je pense que c'est aussi une tournure d'esprit. J'aime bien conceptualiser. T'as quand même fait un doctorat. Oui, je sais bien. Mais remettons ça dans un contexte, tu vois. Oui, mais alors justement, dans le doctorat, mon grand défaut, c'était quand même qu'au bout d'un moment, ça m'ennuyait de rédiger sur la durée. Peut-être aussi pour ça qu'en fait... mais c'est-à-dire qu'une fois que tu as conceptualisé les choses, il y a une part nécessaire de la rédaction qui est de repasser, d'expliciter plein d'étapes que tu as déjà faites dans ta tête. Pour construire ta réflexion. Et ça, je trouvais qu'il y avait un côté un petit peu laborieux, qui n'était pas le plus passionnant. Donc, c'est pas ce qui me manque le plus. Et ce que je trouve positif, c'est que, par ailleurs, comme il y a une part de développement qui passe par le contact direct avec les clients, le démarchage, une part de relationnel avec les clients qui est vraiment mis en avant, qui n'était pas forcément le cas dans d'autres cabinets. Et par ailleurs, la partie développement passe aussi par le fait de publier, d'écrire, etc. J'ai de nouveau le temps de plus écrire que je ne le faisais avant. Ce que je trouve plutôt bien, en fait. Donc en fait, ça s'est compensé. Ouais. Voilà. Je trouve qu'il y a un équilibre. Peut-être que je vais perdre le rythme à un moment, et qui plus est, c'est censé être valorisé après. Dans l'évaluation, c'est censé être valorisé. Donc je trouve ça plutôt bien.
Moi, ça me va plutôt et j'aime bien le côté transparent. Enfin, j'en parlais avec des confrères d'autres cabinets là, ces derniers temps avec les histoires de primes, etc. J'ai connu ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de structures de taille moyenne ou petite où il y a des légendes en fait. Il faut rentrer 3 fois sa rétro, il faut faire ça, il faut. Mais bon, en fait, là, il y a des circonstances qui font que, puis on sait pas trop. Et puis, enfin, parfois, vous avez un collab qui va être associé, mais on sait pas trop pourquoi, à quoi ça correspond par rapport à son chiffre. Enfin, c'est très opaque. Là, bon, évidemment, comme dans toute structure humaine, hein, il y a forcément une part d'opacité et tout, tout. Mais l'aspect cadré, moi, me. Bon, après j'ai fait un stage au ministère de la Défense il y a longtemps, je trouvais ça très bien aussi l'aspect cadré. J'aime bien le... Non, mais tu sais, c'est mon exploration via Fleur d'Avocat, hein, c'est de trouver chacun ce qui... Non, j'aime bien, plaît. Je préfère l'explicite. Après, effectivement, il y a un côté très entreprise qui est surprenant quand on arrive. Enfin, moi, que je trouvais très surprenant en arrivant. Qu'est-ce que tu veux dire par le côté très entreprise ? Bah déjà, il y a le fait qu'il y a beaucoup de confrères qui... C'était pas forcément le cas chez Fidal, parce qu'ils étaient vraiment salariés. Mais où je suis maintenant, on est tous libéraux, et il y a beaucoup de confrères qui se pensent comme salariés alors qu'ils sont libéraux. Et le cabinet, je pense que c'est le cas de toutes les structures de cette taille-là, entérine cela d'une certaine façon, parce qu'il y a des cadres en fait, qui sont adaptés des ressources humaines de salariés qu'on tente d'adapter aux libéraux. Des outils, alors je comprends très bien l'outil d'inscription des congés, je trouve ça normal, enfin je ne suis pas sur cette ligne des collabs libéraux qui disent je prends mes vacances quand je veux, machin et tout, c'est débile, on est dans une équipe, on fonctionne en cohérence. Mais voilà, il y a la cantine, il y a un côté communication d'entreprise, il y a un truc... ouais. Et ça te... T'as du mal c'est une... T'es ambivalente C'est pas c'est pas ta vision de la profession. Qu'est-ce que ça évoque chez toi ? J'aurais pas la prétention de dire que c'est pas ma vision de la profession. Et c'est un truc aussi qui m'énerve beaucoup chez certains confrères qui ont tendance à considérer que les gens... C'est un truc qui revient souvent, ça. Oui, mais dans les gros cabs, ils s'en foutent. Chaque fois qu'il y a des mouvements, notamment globaux. Et puis, mais ils ont qu'à faire comme ça. Je pense qu'il faut qu'on intègre dans cette profession qu'on a des modes d'exercice radicalement différents. Qu'il y a vraiment des métiers au quotidien qui n'ont rien à voir. Ce qu'on fait ici n'a rien à voir avec ce que font des confrères en province qui sont généralistes et qui enchaînent plusieurs audiences dans la semaine, etc. Ici, quand quelqu'un a une audience, je ne dirais pas que c'est l'événement de la semaine, mais bon, voilà, c'est quand même extrêmement rare. Du coup, ça n'a rien à voir dans l'organisation de la journée, ça n'a rien à voir dans le rapport aux juridictions, dans le rapport aux clients, etc. Donc, prétendre que c'est pas une vision du métier... Non, mais c'est une question sur toi, justement. Tu vois. Ouais. Et moi, moi, je m'adapte. Hein. Voilà. Je m'adapte. C'est-à-dire que si ça ne me convenait pas réellement, je serais partie. Donc, sachant que tu as rejoint Fidal il y a 1 an et demi, oui. Au grade de manager, tout ça, tu t'y plus. Et puis, il y a eu cette... je ne sais même pas comment le qualifier. Je pense que... Est-ce que... Parce que je n'ose pas trop, tu vois, politiquement parlant, c'est sensible. Comment c'est qualifié ici ? Est-ce que ça a un nom ? Est-ce que c'est un petit nom interne ? La création du cabinet, quoi. Donc bref, il y a toute une équipe de chez Fidal qui a quitté Fidal. 200, je crois. À la louche, je dirais 200. Je sais même pas, je connais pas le chiffre exact. Où effectivement, on a démissionné en 2 jours, je crois, au mois de février, et on a rejoint KPMG Avocat qui créait son cabinet. Comment ça se passe la démission de 200 personnes parce que du coup, surtout, comment se passe le complot qui précède cette démission ? Justement, alors attention, il n'y a absolument pas de complot. Pardon. Personnellement, j'ai proposé qu'on démissionne tous avec la lettre en main propre, mais bon, personne n'a voulu faire la blague, donc j'étais un peu déçue. Non, comment ça s'est passé ? En fait, c'est une histoire classique de cabinet. Il y en a plein, hein, là. Si tu regardes les annonces en ce moment, il y a plein de gens. J'ai encore vu une consoeur l'autre jour
qui quittait un cabinet bien connu avec son équipe, ses 2 collabs, pour rejoindre un autre cabinet. La seule différence là, c'est que il y a plusieurs équipes qui sont parties. Donc nous, notre équipe, honnêtement, il n'y a eu aucun complot, à notre niveau en tout cas. Enfin, voilà, pour moi en tout cas, aucun complot, rien. C'est juste qu'un jour, il y a les associés, un soir, qui sont venus nous voir en nous expliquant que est-ce que s'ils démissionnaient et qu'ils partaient ailleurs, est-ce qu'on les suivait? Et c'est vraiment cette idée-là. Enfin, c'est vraiment comme ça que la question se posait. Est-ce que les équipes suivaient les associés? Bon, bah voilà. Hein. Et toi, face à cette question? Alors, sachant qu'il fallait qu'on réponde assez rapidement. Donc, vous avez eu combien de temps pour répondre? Il fallait qu'on réponde assez rapidement. D'accord. Et du coup, la question, je pense qu'elle se pose comme pour tout le monde. Hein. Il y a 2 aspects. Est-ce que humainement, on est avec des gens qu'on a envie de suivre? Et est-ce que on a un intérêt professionnel à suivre ou à rester? Humainement, j'étais effectivement avec des gens que j'avais plutôt envie de suivre. Et ensuite, est-ce qu'on a un intérêt à suivre ou à rester? Il y en a qui sont restés, hein, pour 2 raisons. Soit parce que... il y en a qui sont partis ailleurs, en plus. Soit on reste parce qu'il y a un intérêt de carrière. Il y a des gens qui étaient senior managers, par exemple, qui sont passés associés en restant, etc. Ce qui me semble complètement logique. Est-ce qu'il y a des jeunes aussi qui sont restés pour des raisons de statut, parce qu'on quittait le salariat pour ceux qui étaient salariés pour devenir BNC? Il y en avait qui préféraient, certains préféraient rester salariés dans un environnement qu'ils connaissaient, avec des associés d'ailleurs qui restaient chez eux. Mais toi, qu'est-ce qui a déterminé moi, c'est ton choix? ça, c'est le choix. Humainement, ça m'intéresse, et ensuite, professionnellement, ça me semble plus intéressant de suivre. Voilà. Donc, t'as suivi. Donc, j'ai suivi. Et résultat, ici, ça fait... On est arrivé le 1er mai. 1er mai. Donc, ça fait un peu plus de 6 mois. Mm. Comment... Est-ce que ça a marqué une différence pour toi par rapport à ce que tu faisais chez Fidèle? Par rapport au dossier quotidien, à la pratique, non, parce que de toute façon, on travaille au sein de notre équipe et avec des confrères fiscalistes qui étaient ceux qui étaient chez Fidèle, donc ça le statut, tu l'avais déjà? Le statut, je l'avais déjà. C'est des trucs pratiques après, parce que on arrive dans un truc qui est beaucoup plus gros quand même. Enfin, c'est un peu exponentiel, hein, pour moi. Fidèle, c'était gros, mais c'était que des avocats. Là, on arrive dans un autre stade quand même, avec des règles, on est dans un groupe avec des gens qui font de l'audit, et donc là, quand on parle d'esprit d'entreprise, oui. Et comment tu le vis, ça? Je suis encore là, donc je le vis bien. Non, ça demande une certaine adaptation, et c'est très loin de ce que j'ai connu auparavant. Mais c'est une adaptation qui te plaît? Parce que... Oui. Tu t'y retrouves? Oui. Oui, non mais oui, c'est... Bon, il y a des choses qui me semblent parfois un petit peu étonnantes. Mais voilà, c'est les règles. Tu continues à faire du droit douanier? Je ne fais que du droit douanier. Je ne fais que du droit douanier, avec parfois... Quand je pense que j'ai réussi à avoir quelqu'un qui fait du droit douanier sur Fleur d'Avocat. Pas beaucoup, hein. Merci Twitter. N'est-ce pas? Oui, non, on n'est pas très très nombreux. Oui, je ne fais que du droit douanier. La différence avec quand j'ai commencé le droit douanier, c'est que je ne fais pas que du contentieux douanier. Je fais maintenant... j'ai quand même beaucoup de contentieux. Mais je dirais que je fais, selon les moments, 60% conseil, 40% contentieux. Ça dépend des périodes, quoi. Tu disais tout à l'heure, si ça ne me convenait pas, de toute façon, je ne serais pas là. Oui. Tu avances en confiance dans ton évolution professionnelle, dans d'autres opportunités que tu pourrais avoir, que ce soit en dehors de ce cabinet ou que ce soit en dehors de la profession, peut-être. Comment tu te projettes? Oui.
Alors, beaucoup plus confiante qu'en début de carrière. Enfin, c'est bête, hein, mais... Bah, parce que déjà, j'ai pas eu trop à souffrir jusqu'à présent de ce côté-là. Après, il peut toujours y avoir des difficultés. Je connais des confrères aussi qui arrivent à un certain niveau d'expérience en étant toujours collaborateurs, commencent à avoir du mal à retrouver des collaborations parce que le niveau de rétro devient trop élevé pour certains cabinets. Et que par ailleurs, bah, du coup, ça fait un peu un fil à la patte parce que est-ce qu'on peut sauter le pas pour s'associer ou pour créer quelque chose? Ça, oui. Mais bon, a priori, pour l'instant, ça va, quoi. Parce que là, t'as 7-8 ans d'expérience en 2011. 2011, t'as 8 ans, ouais. bah, j'ai fini la 8e année, je suis dans la 9e là. 9e. Ça Là, commence à tous faire, les hein. auditeurs constatent à quel point je suis nulle en maths. Non, mais c'est difficile de compter, hein. Oui, enfin C'est les 2011, années- 2020, franchement, c'est un peu la honte. Il y a des années où t'as pas trop d'excuses, tu vois, les années rondes. Oui, c'est vrai que là, bon. Passons. C'est vrai que c'est un peu c'est un moment charnière quand même pour un avocat en termes de réflexion de sa place Alors, dans la. après, moi, j'ai toujours l'impression que comme j'ai commencé tard par rapport à beaucoup, et encore, je relativise parce que la minute. J'ai commencé tard à cause de la thèse, mais je vois quand même beaucoup de jeunes confrères maintenant qui commencent tard aussi, quasiment au même âge que moi. Enfin, je crois que c'est 28 ans l'entrée dans la profession, sans doctorat. Donc, du coup. Ben moi, j'ai commencé à 26 ou 27 ans. Bah, c'est ça. Parce que comme j'ai fait une année en Argentine au lycée, ensuite j'ai fait une hippocagne avant de commencer mes études de droit, C'est ça. les Donc, stages. du Voilà. coup, par rapport à ma génération, je me trouve effectivement un peu en retard en termes de carrière. Parce que, bah oui, les associés avec lesquels je travaille, ils sont pas beaucoup plus vieux que moi, honnêtement, hein. Mais après, je me dis que... Enfin, j'ai pas tellement de stress là-dessus. Je me dis qu'au final, ça porte ses fruits et que voilà, quoi. Je le savais dès l'origine, hein. J'ai perdu des années d'expérience professionnelle en tant qu'avocat en faisant une thèse. Mais en même temps, j'ai gagné des choses qui font que si je l'avais pas fait, je ferais pas ça maintenant. Et je pense que j'aurais un profil beaucoup plus banal et que j'aurais fait des choses... J'aurais pas fait de droit douanier, par exemple. Ce qui serait quand même bien dommage, parce que bon... c'est quand même une matière qui gagne à être connue. Donc voilà, enfin, moi je suis pas trop inquiète. Après, j'ai jamais été très douée pour me projeter. Je pense que tout mon parcours le dit, hein. Oui, c'est vrai, Voilà. t'as sauté d'opportunité en C'est opportunité. ça. J'ai une certaine. Je pense que je sais assez ce que je ne veux pas. Et qu'après, je suis assez ouverte et que dès lors que les choses m'intéressent, ça me va. Donc voilà, le défi, c'est plutôt de trouver des choses qui m'intéressent. Oui, mais j'ai pas l'impression que ce soit un si gros défi que ça. Non, non, ça va. Ça va. Mais j'ai jamais réfléchi, par exemple, quand je vois des étudiants, alors j'enseigne plus à l'université maintenant, mais je continue à intervenir à l'EFB de temps en temps. Je trouve qu'il y a vraiment une pression sur l'orientation, sur les plus jeunes que moi, que je trouve absolument délirante. Je trouve toujours assez rassurant de leur expliquer que moi, j'ai un peu tout fait au pif, hein, et qu'au final, Ouais, ça ne j'espère fonctionne pas qu'ils si écoutent mal. Fleur d'avocat et qu'ils se rendent compte qu'il y en a quand même beaucoup enfin, je veux dire, dont la carrière a été faite avec beaucoup de pif, quoi. Mais Enfin, oui. je veux dire, des opportunités, des opportunités. ouvertures, et pas un espèce de plan qu'on déroule. Même si c'est bien d'avoir une direction, d'avoir une ambition, parce que ça met en mouvement et donc ça permet de créer des opportunités, justement. Mais en revanche... Non, Enfin, je pense- dédramatiser C'est ça. l'importance de chaque choix, quoi. C'est ça. C'est que on trouve des choses intéressantes. Enfin, c'est ça. Je trouve que ce qui est important, c'est de rester ouvert et de pas se fermer des portes parce que c'était pas forcément ce qu'on avait voulu à l'origine, ce qu'on avait pensé vouloir d'ailleurs, parce que je suis pas sûre que ce soit toujours ce que veulent les gens. D'ailleurs, le journalisme est quand même vraiment loin. Ah oui. Je pense qu'il y a des restes sur. Enfin, de toute façon, je suis convaincue que dans ce métier, il faut aimer écrire. Je suis pas sûre que tous les journalistes aiment écrire maintenant, cela dit, mais c'est la minute. Surtout maintenant, il y a des articles qui sont écrits pas par des journalistes, mais par des algorithmes. Ouais. Donc je pense que ça reste, et je pense que ça reste sur une certaine ouverture. Enfin, voilà, ce qu'il y avait à la base.
Bon, et puis, t'es quand même active sur Twitter et c'est une forme de journalisme. Oui, alors ça, je ne sais pas si... c'est beaucoup lié, ça a été beaucoup lié notamment au déplacement. Je m'y suis mise quand je passais ma vie dans les trains ou à attendre en audience. Et notamment en audience, je trouve qu'il y a des choses tellement dingues à raconter souvent. Enfin, on se rend pas compte, mais la richesse humaine, on s'y attend pas. On est là sur le banc, on attend pour notre dossier à nous, et il y a des fois des choses qui arrivent dont on est complètement préservé nous, parce qu'on est quand même dans une bulle sociale. Enfin, mes amis sont pas tous avocats ou juristes, mais enfin il y a quand même une base forte d'avocats et de juristes, et en tout cas de milieux assez uniformes, de pensée politique, idéologique assez liée. Mon conjoint n'est pas avocat ou juriste, mais bon, lui il n'a pas soutenu sa thèse, mais enfin bon, nul n'est parfait. Hein. Voilà, il y a quand même une unité. On est très préservé. Moi je travaille à la Défense, je vis dans Paris, c'est un microcosme. Je trouve ça bien, je trouve que Twitter permet ça notamment, qui est de raconter les choses qu'on voit, notamment en audience. T'as un dossier qui arrive inattendu, le raconter la situation des gens, etc. Je trouve ça intéressant, j'aime bien le lire aussi. Je pense que ça permet des échanges qu'on n'a pas forcément ailleurs. Ça permet de se rendre compte qu'il y a des gens à qui on n'est absolument pas d'accord et à qui on ne parle jamais. De se dire que c'est quand même... Enfin, il y a un effet grossissant, hein. Les opinions extrêmes sont complètement grossies et tout. Mais je pense que c'est quand même pas si loin de l'opinion d'une large partie des gens. Donc je trouve ça assez intéressant comme outil. Et j'ai eu un mail d'auditeur il y a quelques jours qui m'invitait à plus questionner sur l'équilibre vie pro, vie perso. Alors, je te pose cette question un peu là, comme ça, de fin d'interview. C'est quoi pour toi ton équilibre vie pro, vie perso? Comment est-ce que tu t'organises? Sachant que ma théorie sur le sujet, c'est quand même que c'est très personnel, l'équilibre vie pro, vie perso. C'est pas une définition... Alors, oui, parce que... ça dépend aussi de comment on le ressent. Je vois, moi, je lisais, j'entendais des consoeurs dire par exemple que c'était très difficile de retourner travailler après leur congé maternité. Ah, mais moi j'étais tellement ravie. Alors, je vais pas dire ne rallongez pas notre congé mat, parce que je vais dire au contraire merci à l'Ordre des avocats de Paris d'avoir pris le contrat chance maternité, qui m'a permis avec les jumeaux d'avoir un congé maternité décent, ce qui n'était pas le cas normalement, hein, parce que ça c'est quand même un scandale. Moi je me suis fait pourrir à l'hôpital parce que j'étais pas arrêtée. Oui, mais bon, je fais comment? Et j'étais préservée en plus parce que j'étais collab. C'est absolument scandaleux. Mais j'étais quand même contente de retravailler parce que honnêtement, des journées à la maison avec 2 bébés de 2 mois, avec comme perspective de sortie la pharmacie ou la boulangerie, bon, je les adore, hein, mais j'aime bien parler à des adultes à un moment. Et j'aime bien surtout sortir et avoir une certaine autonomie aussi, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, je suis généralement contente de travailler le lundi matin, même si je passe de très bons week-ends avec eux. Je n'ai pas trop de problèmes à les faire garder, je pense, mais j'essaye de rester inflexible et je pense que ce n'est pas forcément évident. Dans l'équipe où je suis, c'est faisable sans trop de difficultés, mais je pense que c'est une grosse chance, d'être là tous les soirs avant qu'ils se couchent. Donc ça veut dire que tu pars vers quelle heure? Je pars au plus tard à 19h, ce qui n'est pas très tard. Au plus tard à 19h et régulièrement vers 18h, 18h30 parce que voire parfois plus tôt, hein. Enfin ça m'est arrivé et là avec la grève c'était l'enfer. J'ai l'impression d'avoir passé 1 mois et demi à courir, à organiser des gardes et des déplacements et à courir pour être là avant que, pour ne pas être en retard. Et donc ça implique ce genre de truc, que si je pars à 17h parce qu'il y a pédiatre, parce que il faut que je relaie la babysitter, parce que exceptionnellement, etc., ça veut dire qu'une fois qu'ils sont couchés, je me reconnecte et je travaille. Ce qui, au bout d'un moment, là, sur le mois de grève où c'était quasi systématique, ça commençait à me fatiguer un peu.
Mais quand tu pars plus vers 18h30, 19h, tu te reconnectes aussi? Parfois. C'est quelque chose qui te... Je pense que c'est inévitable. Et c'est pas tous les soirs. Ça arrive de temps en temps. Ouais. C'est ce que je trouve surtout... ce que je trouve qui peut être problématique dans ce genre de situation, et je pense que c'est le cas... c'est plus pour les mères quand même que pour les pères, soyons honnêtes. Ouais. C'est dramatique. C'est que y a des choses, il y a une vie de cabinet après notre départ qu'on rate forcément. Et qu'il y a une impossibilité, par exemple, à se rendre disponible pour des événements conviviaux impromptus. Le soir, par exemple, où on a annoncé qu'on nous a demandé si on voulait partir de Fidal, toute l'équipe a été boire un verre, sauf que moi... on en a parlé une demi-heure avant que je parte. C'était à moi d'aller les chercher à la crèche. Mon conjoint ne pouvait pas se libérer parce qu'il était en réunion. Et du coup, voilà, c'est ce genre de choses où, voilà. Hein. Donc ça, je trouve que c'est surtout sur ces trucs-là. C'est pas sur la charge de travail, mais c'est sur l'aspect paraprofessionnel, de relations sociales. En plus, c'est pas forcément ce que je préfère faire. Donc ça rajoute une pile. Donc ça, je trouve ça difficile. Il y a des moments où c'est, je pense, honnêtement, extrêmement difficile. Quand ils sont petits, je sais pas si ça s'arrange après, mais... Tu vas sûrement recevoir des messages de maman qui vont te dire si ça s'arrange après ou pas. Non, je pense que ça s'arrange après, parce qu'il y a une phase induite chez les petits-enfants où ils ne dorment pas. Alors après, il y a des gens qui font « Ah, mais comment ça, ils font pas leur nuit, tout ça ?» Si, ils font leur nuit, mais il y en a un qui a une otite, et puis après, 2 jours après, il y en a un qui a fait un cauchemar, donc il se réveille. Et tout ça, ça fait que il peut y avoir des semaines où je dors 3-4 heures par nuit. Oh là 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 là. Du coup, bon, ça, j'avoue que la difficulté, être fatigué, mais devoir travailler quand même et enchaîner ensuite avec les enfants, c'est bon. Faut tenir, et je trouve que la difficulté à avoir du temps pour soi qui ne soit pas pour les enfants ou pour le travail est aussi compliquée. Est-ce que tu arrives à t'emménager? C'est-à-dire que j'ai essayé de poser des journées, par exemple, une fois de temps en temps, en me disant je mets les enfants à la crèche et je fais ce que je veux toute la journée. La première fois, j'ai un de mes fils qui a fini hospitalisé parce qu'il avait une pneumopathie. Et la deuxième fois, il y a l'autre qui est tombé dans les escaliers. Alors bon, je me dis que j'ai peut-être pas la voie à suivre. Non, en vrai, ça s'arrange maintenant parce que, ils ont 2 ans, ils sont presque autonomes. J'arrive à retrouver un peu de temps pour lire. C'est bête. C'est vraiment ça, parce que voir les amis et tout, bon, j'ai toujours pris une babysitter et voilà. C'est plus le fait de lire, de dessiner, ce genre de choses, je trouve que c'est plus compliqué. Et les musées. Trouver du temps pour aller tranquillement dans un musée, ce genre de choses. Je trouve ça plus compliqué parce que tout est minuté entre le travail et les enfants. Mais bon, ça va. Encore une fois, c'est pas le bagne. Hein. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'inhérent au fait d'être une jeune maman active en 2020, ou est-ce que c'est plus lié à être une avocate jeune maman en 2020? Je pense que... en ce qui te concerne, hein. En ce qui me concerne, je pense que c'est pas pour rien qu'il y a une part énorme des consoeurs qui quittent la profession après la naissance des premiers enfants et qui vont en entreprise. On a un métier qui, par nature, on est là pour être à disposition des clients. C'est ça, hein, finalement, notre métier. Donc, par nature, c'est chronophage et ça demande une grande disponibilité. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué que dans d'autres cadres professionnels parce qu'il n'y a pas le garde-fou du droit du travail, il y a les conventions collectives qui font qu'il y a plein de choses à ménager, que par nature, le métier implique d'être disponible. Et que voilà, c'est sûrement, oui, ce serait plus simple peut-être avec un autre métier. Mais est-ce que ce serait plus simple ? Tu vois, est-ce que le rapport, plus de simplicité, intérêt et tout, serait vraiment équilibré ? Je suis pas sûre. Mais c'est là où la question de la conciliation vie pro, vie perso est hyper intéressante. C'est qu'en fait, c'est des vases communicants, quoi. Je veux dire, c'est des trucs où c'est des mises en balance par rapport à des priorités, des choses qu'on veut réaliser. Et donc, voilà. Et je pense quand même que l'équipe
joue beaucoup. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est beaucoup plus simple parce que l'équipe dans laquelle je suis, enfin les associés avec lesquels je travaille sont extrêmement intelligents là-dessus. Ça pose aucune difficulté de télétravailler quand on le souhaite. Et honnêtement, c'est un vrai atout parce que pendant les grèves, c'est indispensable, mais même en dehors. Moi, j'habite dans le 14e. 14e La Défense, même quand le métro circule bien, ça fait un temps perdu pour rien. Donc télétravailler une fois de temps en temps, ça permet de déposer les enfants tranquillement à la crèche, de rentrer travailler chez soi. C'est bête, mais ça veut dire que quand tu rentres, tu peux lancer une machine pendant que tu es là et ça tourne. Non mais en termes d'organisation, ça veut dire qu'il y a des choses qui se font dans la journée. Il suffit d'appuyer sur un bouton, ça tourne, et ça évite de le faire le soir en rentrant, une fois qu'il y a eu les enfants et tout. Et pendant que ça tourne, toi, tu travailles. Et pendant que ça tourne, je travaille, et donc je pense que c'est très lié à l'équipe. Une équipe dans laquelle il n'y aurait pas de possibilité de télétravailler, et que quand il y a un enfant malade, c'est un drame parce qu'on est parti tôt, ce serait pas possible. Quelle est ta source d'inspiration ? Est-ce que tu as une source d'inspiration ? Je ne suis pas très... Ou quelque chose qui t'a inspiré dernièrement ? Quelque chose qui m'a inspiré dernièrement, c'est difficile à dire. J'ai du mal avec le concept d'inspiration. Alors, parlons du concept d'inspiration. Pourquoi tu as du mal avec le concept d'inspiration ? Parce que je trouve que c'est très utilisé dans un cadre de développement personnel et tout, qui me rebute un peu. Et que, en vrai, c'est caler un discours superficiel, artificiel plus que superficiel, sur des choses qui sont assez simples. C'est-à-dire que ce qui peut m'inspirer, ça s'appelle inspirer, c'est pas vraiment inspirer, j'ai des amis qui sont aussi souvent des consoeurs que je trouve extrêmement impressionnantes. C'est une source d'inspiration, ça ? Oui, peut-être, et notamment, je pense à 2 amies que j'ai rencontrées pendant que j'étais en thèse. Qu'est-ce qui t'impressionne ? Qu'est-ce qui t'inspire dans ce qu'elles font ? C'est que déjà, toutes les deux, elles ont eu l'intelligence et la capacité à tirer une croix sur le doctorat à l'université de façon beaucoup plus aisée que moi. Alors, elles n'ont pas soutenu, mais de façon beaucoup plus catégorique, aisée, etc. que moi. Toutes les deux, elles ont des enfants et elles gèrent cela avec beaucoup d'intelligence, et que leurs enfants, notamment, je trouve, sont... leur éducation, en tout cas, est très... Ça donne un petit peu envie de faire pareil. En tout cas, c'est vraiment un modèle souhaitable vers lequel on peut tendre. En tout cas, vers lequel toi, tu aimerais tendre comme mère. Oui, et puis que juridiquement, elles sont hyper solides, et qu'on peut discuter de problématiques juridiques sans aucune difficulté. Leur avis est toujours hyper pertinent. Sur l'exercice du métier, effectivement, je les trouve aussi extrêmement intelligentes et pertinentes. Et en plus, c'est un modèle éloigné de ce que je fais moi au quotidien. J'exerce toutes les deux en province, dans des cabinets plus petits. Il y en a une qui est généraliste, l'autre qui est plus spécialisée, mais pas comme moi, je peux l'être sur un truc très précis. Donc c'est vraiment, oui, si je me dis, Et oui, je les trouve très intelligentes et en plus extrêmement drôles. Donc voilà. Voilà, il n'en faut pas plus. Et quelle est ta dernière joie ? Ma dernière joie, très bonne question. Je me suis assise dans la ligne 13 ce matin. Eh ben, il m'en faut peut-être peu, mais ça m'a réjoui tout de même. Donc pour les non-parisiens qui nous écoutent... Oui, pardon. C'est la pire ligne de métro de Paris. C'est une ligne de métro compliquée. Qui est taux d'occupation qui a atteint 150%, je crois, récemment. Et donc, c'est difficile aussi à Et donc, c'est difficile. Et ce qui est plutôt agaçant, c'est que je la prends en début de ligne. Donc, normalement, il n'y a pas grand monde, mais elle est déjà bondée. Donc, je fais la moitié de la ligne debout. C'est bon. Donc, j'étais extrêmement contente de pouvoir m'asseoir et lire dans le métro tranquillement. Qu'est-ce que tu as lu ? Alors, j'ai relu un... C'est pas très drôle. J'ai relu un mémo j'ai sur relu la qualification c'est plus drôle.
J'ai relu un projet d'article sur lequel je travaille avec un jeune homme qui est étudiant en DEA. Et avec qui on travaille sur un article qu'on espère publier prochainement. Et j'ai lu La matinale du Monde. Voilà. Super. Qu'est-ce que tu portes sous ta robe? Qu'est-ce que je porte sous ma robe? Un collant et des sous-vêtements. Non, alors si, sur la robe d'avocat, ça c'est un autre truc que je trouve assez drôle, c'est qu'ici il n'y a pas beaucoup de robes d'avocat. Et moi la mienne, je l'aime bien, je lui fais pas de cadeau. Elle se balade en boule tout le temps, je n'y fais jamais attention, je la fous au fond de mes sacs sans aucune précaution. Elle a déjà traîné par terre dans les TGV parfois parce que le sac se renversait. Elle a été pas mal salie et pas autant lavée qu'elle devrait l'être. Comme tous les avocats, je pense. Hein. Et elle passe à la machine à froid. On n'est pas obligé de la mettre au pressing. Je trouve ça extrêmement pratique aussi. Je conseille à tout le monde, vous pouvez tenter, ça n'abîme pas. Voilà. Et ça, c'est ta robe, mais toi, sous ta robe. Ta robe par rapport à toi. Enfin, tu vois. Ma robe par rapport à moi. Ton rapport à ta robe. J'ai pas de sacralisation de la robe, en vrai. Les débats récents, là, sur on a jeté les robes, oh là là, c'est horrible, c'est un symbole, machin, ça me saoule. C'est un outil de travail, je trouve ça extrêmement pratique. C'est marrant, en parlant, je m'aperçois que je suis une fille très pragmatique, en fait. Oui, tu es très pragmatique. Je trouve ça extrêmement pratique, parce qu'en audience, quand tu as la robe, tu te tiens pas pareil, tu as le mouvement des bras qui est différent, parce que les manches sont grandes, etc. C'est pratique aussi, parce que tu peux être habillée un peu n'importe comment, c'est pas dramatique, même si j'évite, mais bon... ça m'est arrivé une fois d'arriver en audience à Colmar et de déchirer mon pantalon après un clou à la sortie de la gare, de le raccommoder avec du fil récupéré à l'hôtel en passant vite fait le matin, et donc d'aller en audience avec ta robe, avec mon manteau et tout, et de mettre très vite ma robe parce que le raccommodage était quand même extrêmement visible, et j'étais très très contente d'avoir la robe à ce moment-là. Donc non, je n'ai pas de sacralisation de la robe, je trouve ça très pratique, mais voilà quoi, les symboles liés à la profession d'avocat, je trouve que si tout le monde déjà était courtois avec ses confrères, un minimum délicat et respectueux de la façon d'exercer des autres, c'est bien suffisant, quoi. On n'est pas obligé de se cacher derrière une symbolique que je trouve parfois un petit peu désuète et surtout pas forcément représentative de l'ensemble de la profession, parce qu'encore une fois, il y a une grande part de la profession qui n'a pas de robe. Ça fait plaisir à certains, quoi. Merci beaucoup, Marie. Mais je t'en prie, merci à toi.